Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, bienvenue pour cette première session REICATRA de l'année 2024 qui va être dédiée à la place de la revascularisation coronaire chez le patient insuffisant cardiaque avancé. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Benoît Latuca qui est PUPH à Nîmes et Frédéric Bouisset qui est actuellement en mobilité en Belgique mais qu'on a la chance d'avoir à Toulouse. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette session et puis on va vous laisser la main à une modération qu'on va assurer avec Guillaume Baudry et puis Michel Galinier qui devrait nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci Clément, merci Guillaume pour votre invitation à participer à cette session donc sur la place de la revascularisation coronaire dans l'insuffisance cardiaque avancée. Donc on a pris le parti avec Frédéric de faire la présentation en binôme. L'organisation va être la présentation d'abord d'un cas clinique, puis ensuite on va essayer de solliciter vos avis sur la prise en charge du patient qu'on va vous présenter. Frédéric reprendra ensuite les données scientifiques récentes sur les différents éléments qu'on va évoquer. Puis je reprendrai la parole pour vous présenter ce qu'on a fait pour ce patient et son évolution. Et si ça vous va, on finira avec un échange, quelques discussions. On essaiera de vous faire passer quelques messages pratiques sur cette thématique. Donc, je vais commencer en vous présentant un premier cas clinique. Tout d'abord, un élément pour vous rappeler une chose importante, c'est quand on parle de coronaropathie et insuffisance cardiaque avancée, il nous semble qu'il y a deux contextes importants, la maladie stable et la maladie instable. Simplement pour vous rappeler que la maladie instable, elle avait déjà été traitée dans ces sessions de cours, c'est le cours 26 que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, où on avait évoqué le choc cardiogénique, et en particulier avec une présentation de Frédéric Bouisset sur la place de la revascularisation, la manière de la réaliser et puis l'impact pronostique chez ces patients-là. On va aujourd'hui plutôt se centrer sur la maladie stable avec plusieurs questions quand on évoque cette thématique. Quand faut-il revasculariser les patients? Est-ce qu'il y a une place pour la recherche d'ischémie et la recherche de viabilité myocardique? Est-ce qu'il y a un réel impact pronostique de la revascularisation aussi bien sur la récupération de la fonction ventriculaire gauche que sur le pronostic général du patient? Et lorsqu'on évoque la revascularisation coronaire, est-ce que l'on doit privilégier l'angioplastie coronaire ou le pontage? Alors, on n'a pas la prétention de répondre à toutes ces questions. On va en tâcher de les évoquer et d'essayer de vous amener quelques éléments de réflexion. Donc, pour commencer, je voulais partager avec vous le cas d'un patient reçu à l'hôpital de Nîmes, donc un patient de 78 ans, un profil très classique avec comme principaux facteurs de risque en dehors de son âge une hypertension artérielle et un tabagisme sevré. Il a aussi une BPCO, mais qui est une BPCO relativement simple, sans nécessité d'oxygène à domicile. Il est adressé via le médecin généraliste aux urgences cardiologiques pour une dyspnée qui est rapidement progressive sur les 15 derniers jours et pour des efforts qui sont devenus vraiment très minimes, quasiment une dyspnée de repos, avec en revanche l'absence de douleur thoracique. Lors de son admission, on retrouve un tableau d'insuffisance cardiaque gauche avec des crépitants jusqu'à mi-champ pulmonaire chez un patient qui reste stable hémodynamiquement. Vous avez ici les quelques données de biologie initiale avec une fonction rénale qui est modérément altérée, avec une créatinine à 112, une troponine qui est un peu élevée, mais sans augmentation quelques heures plus tard, donc 23 plus 36 pour une normale à 14, un NT-proBNP qui est en revanche nettement élevé à plus de 4500 et l'absence de syndrome inflammatoire. L'électrocardiogramme est assez peu contributif, comme vous pouvez le voir ici. On a peut-être une onde R qui n'est pas très grande en V2 et en V1, mais il n'y a pas de trouble de la repolarisation qui est dynamique. Il y a une onde T négative en AVL aussi, mais qui n'évolue pas au cours des premières heures. Et on ne retrouve pas, en revanche, de séquelles ischémiques franches. La première chose qui est faite, c'est une échographie qui est présentée ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on retrouve une altération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche qui apparaît un peu globale, avec néanmoins une hypokinésie qui est beaucoup plus nette au niveau apical, antéro-apical, et septo-apical et antérolatéral. Et si on s'entoure
d'une mesure automatique de fraction d'éjection ventriculaire gauche, on retrouve 37%, ce qui colle à peu près avec l'œil du cardiologue au moins aux soins intensifs qui aurait dit sans doute entre 35 et 40%. On a donc une altération qui est significative de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, avec, semble-t-il, une cinétique segmentaire qui est pas tout à fait normale et qui semble orientée en tout cas vers le territoire plutôt antérieur et donc peut-être une coronaropathie sous-jacente. Dans ce contexte, il est réalisé une coronarographie. Donc vous avez les images ici. Donc une incidence crânienne pour la première, une incidence plutôt vers le bas pour celle du milieu et une incidence en OAG pour la coronaire droite. Comme c'est présenté sur les flèches, on voit une sténose qui apparaît angiographiquement très serrée de l'IVA proximale sur une artère qui est bien développée. On retrouve aussi une sténose qui est là aussi très serrée angiographiquement d'une branche marginale qui est assez développée au niveau de la bifurcation avec une circonflexe qui est dominante. Et vous voyez en revanche une occlusion chronique de la coronaire droite qui, même si on ne voit pas le flux d'aval, apparaît vraiment très limitée, avec d'ailleurs une collatéralité qui est très réduite puisqu'on ne la voit pas vraiment, même si les plans sont un peu étroits ici. Sur des plans plus larges, on ne voyait pas de reprise très importante de la coronaire droite. Donc on se retrouve finalement avec une altération surtout du réseau coronaire gauche sur des artères qui apparaissent dominantes. Si on fait une évaluation hémodynamique avec de la QFR, on retrouve quand même un retentissement qui est assez significatif. Étonnamment, on a des QFR qui sont égales des deux côtés, mais c'est 0,68. Je vous rappelle que le cutoff est comme pour la FFR, donc moins de 0,8. Donc on a un retentissement hémodynamique sur le réseau coronaire gauche et l'occlusion chronique de la coronaire droite domine. Donc pour résumer ce que je viens de dire, on est face à un patient qui a 78 ans, qui n'avait pas de pathologie cardiaque connue jusqu'à présent et qui est admis pour un tableau inaugural d'insuffisance cardiaque gauche, avec comme principaux antécédents une insuffisance rénale chronique modérée, une BPCO qui est modérée. On découvre une dysfonction ventriculaire gauche avec des troubles de la cinétique plutôt dans le territoire de l'IVA et une coronaropathie tritronculaire avec surtout des sténoses serrées du réseau gauche qui est dominant. Si on évalue le score syntaxe, il est retrouvé à 16. Et si on fait le score syntaxe 2, vous voyez que si on part dans l'idée de revasculariser ce patient, il nous est proposé soit le pontage, soit l'angioplastie, avec en tout cas pas une stratégie formellement indiquée que sur le syntaxe score. Donc on avait envie maintenant de s'arrêter quelques minutes simplement pour avoir un peu votre sentiment sur ce cas. Donc avec la synthèse que je viens de faire, quelle serait votre stratégie? Est-ce qu'on part dans l'idée d'une revascularisation ou d'un traitement médical? Si on part dans l'idée d'une revascularisation, plutôt angioplastie ou plutôt pontage? Ou est-ce qu'à ce moment du dossier clinique, vous ne pouvez pas vraiment donner votre sentiment et vous avez envie d'avoir plus d'arguments, en particulier sur de la viabilité myocardique ou l'évolution éventuelle de la fonction ventriculaire gauche? Donc Clément, Guillaume, je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des participants qui sont connectés qui veulent donner leur avis. Clairement, là, on aurait envie quand même de rechercher une viabilité et puis l'ischémie, on peut dire qu'on a eu l'équivalent via la FFR, même si on n'a pas de réelle ischémie clinique. Je ne crois pas, hein, cliniquement, il n'avait pas de... Aucune douleur. Ce tableau vraiment de dyspnée rapidement progressive, mais aucune douleur. Étonnamment d'ailleurs, hein, parce que quand on voit les sténoses angiographiques, c'est un patient qui était un peu âgé, 78 ans, mais dynamique, quoi, vraiment en bon état. Alors j'ai lancé le chat, n'hésitez pas à donner vos réponses sur le chat, il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi je serais, quand on voit les lésions, partisan d'une approche un peu plus vieille, qui est de dire on va revasculariser les lésions serrées sur le réseau gauche. Mais justement, ça va amener à discussion, je pense. Donc là, sur le chat, il y a quelqu'un qui vient de proposer viabilité puis angioplastie. C'est vrai qu'on a des données, entre guillemets, d'essai, hein, avec toutes les limites qui vont pratiquement presque pour l'abstention. Alors, dans un contexte qui était peut-être pas tout à fait le même, hein, mais qui était celui de la dysfonction VG échographique en tout cas, et de l'insuffisance cardiaque d'ailleurs, insuffisance cardiaque qui ressemble un peu à ça, avec des résultats un peu neutres. Alors j'avoue que moi je suis un peu
perdu sur ces cas-là. C'est vrai qu'on a toujours les lésions, la peur de la mort subite avec ces lésions serrées sur deux gros troncs, finalement. Mais voilà, j'attends votre avis d'expert et avec impatience. Bah, écoute, tant mieux, c'est-à-dire qu'on a choisi un cas qui est plutôt intéressant. Du coup, je vais laisser la main à Frédéric qui va essayer de vous présenter un peu les données de la science pour essayer un peu de répondre à ces questions. Et puis je vous montrerai après les suites du cas clinique. Bien, donc bonjour à tous. Effectivement, je prends le relais de Benoît pour proposer quelques diapositives sur les dernières données sur l'état de l'art de la revascularisation chez ces patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche et qui sont hors d'un syndrome coronarien aigu, donc dans le contexte stable, comme le disait Benoît en introduction. Donc, la première chose, en fait, c'est de faire un diagnostic. Lorsqu'il y a une dysfonction ventriculaire gauche et une coronaropathie, le problème, c'est de savoir s'il existe un lien causal entre les deux. Et pour ça, donc, on a besoin d'avoir une imagerie des coronaires, plutôt la coronarographie, et idéalement une imagerie en coupe du ventricule gauche. L'IRM est très intéressante dans ce cas-là. Le but étant de savoir s'il y a des séquelles de nécrose et une coronaropathie qui puisse expliquer la dysfonction ventriculaire gauche. Donc parfois c'est évident, il y a des plages de nécrose, il y a une coronaropathie tritronculaire qui est cohérente en termes de localisation, et puis parfois on a une cardiomyopathie dilatée, comme on dit, une CMD, et puis une ou deux lésions coronaires, mais qui ne semblent pas être impliquées, qui n'expliquent pas la dysfonction ventriculaire gauche parce qu'il n'y a pas d'infarctus, pas d'ischémie, ou alors très modeste, et qui n'expliquent pas donc l'importance de la dysfonction ventriculaire gauche. La coronaropathie étant très prévalente, c'est une question qu'il faut se poser avant de commencer à réfléchir, de savoir si la coronaropathie est la cause en fait de la dysfonction ventriculaire gauche. Et en fait, il y a plein de scénarios. C'était bien résumé dans cette publication qui date un peu, mais qui est très sympa, où on montre que le couple IRM-coronarographie permet vraiment de faire la part des choses, avec des cas ici où la dysfonction VG n'est pas coronarienne, il n'y a pas de lésion coronaire, des cas comme ici où il y a un infarctus qui est cohérent avec la lésion coronaire de la circonflexe. Donc là, il y a une causalité sans doute, pas de problème. Ici où on a une grosse dysfonction VG et certes une coronaropathie de la marginale, mais un tout petit infarctus, donc il n'explique pas la dysfonction VG, ou encore ici, donc une dysfonction VG avec simplement une toute petite lésion distale de l'IVA qui ne peut pas expliquer une altération profonde de la fonction ventriculaire gauche. Intéressant ce cas-là où en fait on a une coronarographie qui est rassurante et pourtant une large séquelle apicale, donc une cause coronarienne mais qu'on aurait négligée par la coronarographie seule. Et ce cas-là aussi à pas méconnaître où finalement on a une coronaropathie proximale très sévère mais pas de séquelles, un myocarde qui est sidéré ou hibernant mais en tout cas pas détectable à l'IRM et finalement donc qui en général répond bien à la revascularisation. Donc l'association des deux est intéressante. Notre collègue Louis-Marie Desroches a fait ce travail très intéressant qui est français multicentrique qui s'appelle Camarec pour justement voir si on pourrait utiliser l'IRM seul pour prédire la présence d'une coronaropathie. Vous voyez que si on utilise l'IRM seul, eh bien, il y a un certain nombre de circonstances où finalement on va rater la coronaropathie qu'on détecterait à la coronarographie ou peut-être au coroscanner. Donc, je pense qu'il faut en rester, c'est un premier message, même si vous allez le voir, la revascularisation peut être très discutée. Pour avoir un diagnostic étiologique, le couple IRM et coronarographie, et pourquoi pas discuter la place du scanner sur des patients pas trop âgés, pas trop calcifiés, le couple, l'association des deux reste intéressant pour pouvoir faire ce diagnostic de base. Ensuite, donc, se pose la question de l'état du myocarde sous-jacent sur ce ventricule qui est dysfonctionnant. Et donc, il y a trois états qui ont été définis en fait dans cette situation. Le myocarde stunning, donc c'est sidéré en français, le myocarde sidéré, donc c'est le résultat d'une occlusion coronaire assez brutale mais assez brève où finalement on a restauré un flux comme au cours d'un infarctus du myocarde pris en charge précocement, on a restauré un flux, la fonction contractile est préservée, la cellule ne s'est pas encore modifiée et après un temps relativement court, la fonction ventriculaire gauche devrait récupérer.
plus avancé, c'est le stade de myocarde hibernant, où là, c'est le résultat de plusieurs épisodes d'ischémie ou d'un flux durablement réduit de perfusion coronaire qui va aboutir à une modification structurelle de la cellule myocardique qui est vivante, mais qui a une capacité de contraction qui est en train de s'effacer et qui va prendre beaucoup de temps à récupérer, même après revascularisation. Et le dernier stade étant éventuellement la scar, hein, la cicatrice, où là, évidemment, le myocarde est cicatriciel, perdu, nécrosé, et il n'y a pas de récupération à envisager. Donc, vous voyez un petit peu la même chose schématiquement sur ce tableau, où on voit finalement les chances de récupération du stade de sidération au stade de cicatrice, hein, d'infarctus, où là, il n'y a plus de récupération possible du ventricule gauche. Alors, la place de la revascularisation, il y a deux essais très importants, dont un qui est très récent, qui s'appelle Revived, mais le premier dont il faut parler, c'est Stitch. Stitch, c'est un essai qui a été conduit il y a déjà quelques années. Vous voyez des patients qui ont été inclus entre 2002 et 2007, avec une altération de la fraction d'éjection à moins de 35%, et qui ont été randomisés pour être traités soit par pontage, soit par un traitement médical, en sachant qu'il n'y avait pas de patients avec une atteinte du tronc coronaire gauche. Donc, vous voyez 1200 patients, dysfonction VG, bi- ou tritronculaire sans tronc commun coronaire gauche et traité par pontage ou alors par traitement médical. Et vous voyez que la première publication de Stitch, elle était décevante puisqu'après un suivi moyen de 4 ans, le traitement médical et les pontages sur un critère primaire qui était le décès toute cause, eh bien, il n'y avait pas de différence en fait entre les deux groupes. Et pourquoi ça? Parce qu'encore une fois, le critère primaire, c'était le décès. Eh bien, on voit quand on décompose en fait le suivi en plusieurs périodes que le bras chirurgie, évidemment, dans les premiers temps, dans les premiers jours, eh bien, paye un petit peu le prix de la chirurgie puisqu'il y a quelques décès post-opératoires inévitablement lorsqu'on opère des patients à mauvais VG. Donc, cette période initiale est favorable au traitement médical, mais ensuite apparaît progressivement le bénéfice de la chirurgie et qui se démasque après 2 ans. Mais au global, avec un suivi de 4,6 ans, l'effet était neutre. Mais Stitch a eu un suivi prolongé jusqu'à 10 ans. Et vous voyez, lorsque les résultats de 10 ans ont été publiés en 2016 dans le New England, là, on a vu apparaître un bénéfice de la chirurgie sur le traitement médical significatif pour ce critère fort qui était décès toute cause. Donc, on a cet essai, en fait, de la revascularisation par pontage qui est bénéfique sur le critère qui est décès toute cause, mais aussi sur les autres critères qui étaient préspécifiés, décès cardiovasculaire où le pontage fait mieux, ou un critère composite qui associait décès et hospitalisation cardiovasculaire, où là aussi le pontage fait mieux. Vous voyez au passage quand même que lorsqu'on a une dysfonction ventriculaire gauche et un traitement médical ou des pontages, dans les deux cas, à 10 ans, on a une très très haute probabilité d'avoir un événement, puisque ça reste des patients très à risque. Et ce sont des patients donc, qui ont été recrutés, vous l'avez vu, plutôt au début des années 2000, donc avec un effet positif de la revascularisation par pontage. Donc vous l'avez vu, comme le bénéfice est apparu tardivement, on pouvait légitimement penser que ce bénéfice étant obéré par la première partie du suivi avec un peu de mortalité post-opératoire, on pourrait avoir avec la revascularisation par angioplastie un résultat meilleur et plus précoce. Et donc c'était l'hypothèse de cet essai qui a été communiqué l'année dernière, dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle Revived. Revived donc, est un essai qui a été conduit par Divaka Perera, qui est anglais au King's College et qui a donc dans un essai multicentrique randomisé 700 patients pour avoir donc 700 patients avec une dysfonction VG, également moins de 35%, pour avoir une revascularisation par angioplastie ou un traitement médical. À la différence de Stitch, pour rentrer dans Revived, il fallait qu'il y ait une viabilité suffisante pour proposer le patient à l'inclusion. Et vous voyez, le résultat est décevant puisque l'angioplastie coronaire par rapport au traitement médical ne présente pas de différence par rapport à un critère primaire qui est un critère combiné qui associait décès ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, contrairement à ce qu'on imaginait, pas de bénéfice effectivement de la revascularisation sur ce suivi qui est pour l'instant publié, qui est de 41 mois, donc un peu plus de 3 ans et demi, sur lequel donc le bénéfice de la revascularisation par l'angioplastie n'apparaît pas. Quand on regarde les sous-groupes, est-ce qu'il existe un sous-groupe qui bénéficierait de la revascularisation par angioplastie?
Bien, vous voyez que non, dans les tests d'interaction, il n'y a pas de sous-groupe qui bénéficie de la revascularisation. À noter que dans Revived, les troncs communs n'étaient pas exclus, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a 13% de troncs communs dans Revived. Vous voyez, 95 patients. Ils ne bénéficient pas non plus de la revascularisation, ce qui est assez contre-intuitif et surprenant, mais c'est comme ça. Quand on regarde un peu plus dans le détail, on voit qu'en angioplastie ou traitement médical, la fraction d'éjection s'améliore un petit peu, modestement, mais de la même manière. Et en termes de qualité de vie, il y a un petit bénéfice de l'angioplastie sur la qualité de vie initialement, mais avec une différence qui ne se maintient pas dans le suivi. Consolation pour l'angioplastie, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est dans le bras qui a été laissé au traitement médical, le risque de revascularisation est plus important, comme dans tous les essais. À chaque fois qu'on a un patient, un essai en ouvert, un patient dont on sait qu'il a des lésions coronaires, qu'il a été randomisé au traitement médical, dès qu'il y a le moindre événement, on a tendance à le revasculariser. Donc, évidemment, lorsque les patients ont déjà été revascularisés, le risque de revascularisation future est bien moindre. Alors, ça remet un peu en cause le concept de viabilité, puisque vous l'avez vu juste avant, je vous ai montré ces grades de viabilité, et on pensait qu'effectivement, revasculariser en fonction de la viabilité pourrait permettre de guider utilement la revascularisation. Vous savez qu'on peut détecter la viabilité de différentes manières, avec la scintigraphie, le PET, l'IRM qui est beaucoup utilisé, ou encore la dobutamine. Donc, chaque technique, comme c'est illustré dans cette diapositive, va tester différentes choses pour connaître la viabilité du myocarde, et toutes sont des techniques qui sont validées. Une publication importante sur la viabilité, c'est celle-ci, c'est une publication qui a 20 ans et qui avait montré que, c'est un essai en IRM, et qui avait montré, ce sont des patients donc, qui ont eu un IRM, puis une revascularisation, puis un nouvel IRM de contrôle, donc il y a 40 patients qui ont eu un IRM avant et après revascularisation. Vous voyez, ça avait été rapporté dans le New England. Et on voyait que la probabilité d'améliorer la contraction était directement liée à l'épaisseur en fait de l'hypersignal. Et donc, c'est de là que vient le fait que lorsque la nécrose n'est pas transmurale, lorsque la prise de gadolinium ne dépasse pas 50%, eh bien, la probabilité de récupération est assez bonne. Mais c'est un essai, en fait, c'est une étude qui n'a pas de groupe contrôle, justement, ce n'est pas un essai randomisé, c'est un essai dans lequel tous les patients ont eu une revascularisation. Et on se dit que cette amélioration de contraction, elle est liée à la revascularisation. Et comme on n'a pas véritablement de groupe contrôle, c'est difficile de l'affirmer, puisqu'en même temps, ces patients ont eu aussi un traitement médical. Dans Stitch, en fait, dans l'essai sur l'étude que je vous ai montré sur les pontages, qui est positif au global, et lorsqu'on regarde s'il y a une meilleure efficacité de la revascularisation lorsqu'on a de la viabilité, donc il y a une sous-étude avec 600 patients qui avaient une viabilité faite à la scintigraphie, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas en fait de différence selon que le myocarde ait été viable ou pas de l'efficacité du pontage. Vous voyez, le test d'interaction ici est négatif. Lorsqu'on fait un test d'interaction, lorsqu'il y a une interaction, ça veut dire que l'effet de ce qu'on étudie, en l'occurrence la revascularisation par pontage, est différent selon la strate que l'on regarde, ici qu'il y ait ou pas une viabilité. Donc en fait, on compare cet effet-là à cet effet-là. Ce n'est pas la significativité par rapport au 1 qu'on teste. Et donc il n'y a pas de différence entre ces effets. L'effet de la revascularisation est bénéfique, vous l'avez vu, mais il n'est pas différent dans son amplitude qu'il y ait viabilité ou non dans Stitch. Et dans Stitch, on voyait que lorsqu'il y avait viabilité, par contre, eh bien, le patient avait plus de chances d'améliorer un petit peu sa fraction d'éjection, mais il l'améliorait aussi bien qu'il soit sous traitement médical ou qu'il ait un pontage en plus du traitement médical. Et que de toute façon, qu'il améliore ou pas sa fraction d'éjection, vous voyez les courbes de Kaplan ici, le pronostic n'était pas différent. Donc, l'amélioration modeste de la fraction d'éjection n'améliorait pas en fait le pronostic, n'était pas lié à une amélioration du pronostic. Vous voyez que l'amélioration est assez modeste dans le suivi, 2 ou 3% de plus dans Stitch. Et donc la conclusion de cette sous-étude très importante de Stitch, c'était que finalement la viabilité myocardique n'est pas associée à un meilleur résultat des pontages, et que finalement la présence de myocarde viable n'était pas non plus associée à l'amélioration de la fraction d'éjection. Ça, c'est la conclusion de Stitch. Alors peut-être que le stade de viabilité c'est trop tard, peut-être qu'il faut considérer le stade simplement d'ischémie, où là le myocarde est tout à fait normal, mais simplement souffre d'ischémie en condition d'effort, un défaut de perfusion en condition d'effort, et donc là il est forcément viable s'il est ischémique, mais vous voyez, ce n'est pas non plus le cas. Qu'il y ait de l'ischémie ou pas d'ischémie dans Stitch, le bénéfice de la revascularisation est le même, pas non plus d'interaction dans cette sous-étude où il y avait 400 patients. Donc, l'ischémie, en fait, n'identifiait pas les patients qui allaient plus mal sous traitement médical ou les patients qui allaient mieux
avec revascularisation par pontage. Et dans Revived, il y a eu donc publié dans le JAMA cette année l'analyse plus précise en fait des résultats de Revived selon la viabilité. Je vous rappelle que pour entrer dans Revived, les patients devaient avoir une viabilité significative. Vous voyez qu'en fait la présence de myocardie non viable n'est pas liée à la survenue des critères négatifs, des événements cardiovasculaires. Elle n'est pas non plus liée à l'amélioration de la fraction d'éjection. En revanche, ce qui est lié aux événements, c'est la cicatrice. Donc finalement, ce que nous apprend Revive, c'est que ce n'est pas la viabilité qui prédit ceux qui vont aller mieux, c'est la cicatrice qui prédit ceux qui vont aller mal. C'est ça l'enseignement de Revive. Vous voyez que s'il y a une cicatrice importante, les patients vont avoir plus d'événements lors du suivi et une probabilité de récupération qui est moins bonne. Et donc, la conclusion, c'était que finalement, le concept de viabilité n'est pas exactement comme on l'imaginait jusqu'à maintenant, que guider la revascularisation sur la viabilité, comme vous le voyez, ce n'est pas forcément payant, mais par contre, ce qui semble important, c'est d'évaluer l'extension de la cicatrice, parce que c'est ça qui finalement semble être lié au pronostic des patients. Une autre question qui a été adressée avec Revived, qui a été publiée là dans Circulation au mois d'août, c'était le risque rythmique. Car on pourrait imaginer que revasculariser ces patients, finalement, réduirait l'excitabilité myocardique et diminuerait le risque de mort subite. Donc ça a été regardé, ça dans Revived, et donc qui est angioplastie ou traitement médical, il n'y a pas de différence sur les événements rythmiques. Là, le critère primaire, c'est mort ou mort subite avortée. Et quand on regarde dans le détail, puisque un certain nombre de patients avaient des défibrillateurs, sur le nombre de thérapies appropriées, pas appropriées, vous voyez qu'il n'y a aucune significativité, donc pas de bénéfice de la revascularisation à ce stade sur le risque rythmique. Et la conclusion des auteurs, c'était que finalement, le risque rythmique ne semble pas être modifié par la revascularisation chez les patients de Revive, qui étaient des patients froids, très stables. Seulement 20 ou 30% des patients de Revive avaient été hospitalisés dans les 2 ans qui précédaient leur inclusion dans l'étude. Donc ce sont des patients extrêmement froids. Ce n'est pas vraiment le patient de Benoît qui rentre en fait pour décompensation cardiaque. Ceux-là qui sont plus froids finalement ne bénéficient pas, ne réduisent pas leur risque rythmique par la revascularisation, et que donc si on a un patient qui est déjà sous traitement médical optimal, il n'y a pas de raison de différer l'implantation d'un défibrillateur si elle est indiquée, en se disant on va le revasculariser parce que ça va améliorer son risque rythmique. Ce n'est pas le cas. Alors comment expliquer finalement qu'il y a un bénéfice des pontages et pas de bénéfice de la revascularisation, pas de bénéfice de la revascularisation par angioplastie dans Revive, donc quelques réflexions, quelques potentiels éléments de réponse dans ces diapositives pour réconcilier donc ces 2 résultats. Le premier, vous le savez, on doit bien reconnaître que nos stents sont le traitement d'une lésion, c'est-à-dire qu'ils vont reperfuser la coronaire en couvrant la lésion de la longueur du stent, mais naturellement, n'anticipe pas des événements futurs sur des lésions qui sont non significatives, mais potentiellement vulnérables et à l'origine de phénomènes thrombotiques plus tard. Ça, le stent ne peut pas l'anticiper. Le stent est le traitement d'une lésion, le pontage est le traitement d'un vaisseau qui, effectivement, en s'implantant sur la distalité, va reprendre l'ensemble du territoire et non seulement couvrir la lésion que l'on souhaite traiter, mais anticiper peut-être l'évolution future de ce vaisseau de façon plus efficace. Donc ça, on le sait, c'est un des avantages du pontage qui explique son bénéfice sur le long terme. Il faut aussi regarder la population des 2 essais, dans Stitch et dans Revive. Donc Stitch laissé avec les pontages, Revive laissé plus récent avec l'angioplastie. Les fractions d'éjection sont sensiblement les mêmes, mais on a du mal à comparer en fait la gravité des patients au plan de la gravité anatomique, car ce n'est pas le syntaxe qui est utilisé dans Revive, c'est un score qui s'appelle le BCISJS, le Jeopardy score, donc qui n'est pas le syntaxe. Ça rend un peu difficile les choses, mais bon, en tout cas, il ne semble pas extrêmement sévère lorsqu'on essaie de rapporter ça, de translater ça en score syntaxe. Ce n'est pas des patients très sévères au plan de la maladie coronaire. Ils sont plus vieux dans Revive, ce ne sont pas des patients angineux, ce sont des patients qui se présentent sur le mode froid, donc plutôt de la découverte de la dysfonction ventriculaire gauche. La majorité était en classe NYHA 1 ou 2. Et donc dans Stitch, on a des patients un peu plus jeunes, avec plus de symptômes angineux.
Et surtout, on n'est pas dans la même période de temps. Stitch a été constitué, a recruté ses patients au début des années 2000. Et évidemment, le traitement médical de l'insuffisance cardiaque a évolué considérablement depuis, vous le savez mieux que moi. Et dans Revive, d'un certain nombre de patients ont pu bénéficier des dernières avancées, telles que l'Entresto ou les SGLT2, donc avec un traitement médical plus optimisé. De plus, le risque rythmique était mieux pris en compte dans Revive, avec davantage de patients implantés de défibrillateurs ou d'eurosynchro. Donc, vous voyez, les patients de Revived, c'est des patients assez froids, pas forcément toujours les patients qu'on a ou pour lesquels Clément Delmas m'appelle pour la revascularisation. Il y a quand même un certain nombre de situations où on va aller à l'angioplastie chez ces patients avec une insuffisance ventriculaire gauche et va se poser la question du risque de cette angioplastie. Donc, il y a des critères qui ont été établis et on sait que si on fait une angioplastie avec une dysfonction ventriculaire gauche, plus elle est profonde, plus le patient est en décompensation, plus le ventricule droit est altéré, plus la maladie coronaire est extensive, notamment avec la nécessité de traiter le calcium avec du rotablator ou d'autres outils de ce style, plus le risque est grand. Et donc là se pose légitimement la question pour ces high-risk PCI, pour ces angioplasties à haut risque, d'amener un support pour éviter effectivement que lors de la procédure, le patient se dégrade, voire décède. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été conduites. La première, c'est celle-ci sur l'intérêt d'utiliser la contre-pulsion. Donc, c'est aussi Divaca Pereira, celui qui a fait Revive, qui avait fait il y a 10 ans cette étude. Cette étude est négative, en fait, sur les MACE. L'idée, en fait, d'utiliser une contre-pulsion pour faire des angioplasties à risque, vous voyez, ça ne sort pas, en fait, sur le bénéfice global des MACE, sur l'étude avec un critère de suivi qui était à 6 mois. Et donc, il n'était pas recommandé d'utiliser de façon systématique la contre-pulsion pour réduire les MACE de ces patients-là. Néanmoins, curieusement, sans qu'on se l'explique très bien, lorsqu'on a prolongé le suivi de ces patients, on voit que ceux qui ont eu l'angioplastie avec le support de la contre-pulsion ont un meilleur pronostic. Donc ça, ce n'est pas le critère primaire, ça n'a pas la valeur pour restaurer la contre-pulsion dans les recommandations, mais disons que bon, c'est assez surprenant. En tout cas, ça peut éventuellement servir dans certains cas particuliers, surtout que la contre-pulsion est assez facile à manipuler et un petit accès. On a comparé la contre-pulsion à l'Impella, ici l'Impella 2.5 pour faire ces angioplasties-là dans un essai qui s'appelle PROTECT, pour traiter des patients sur le réseau, sur 3 vaisseaux ou sur le tronc commun avec une dysfonction VG. L'essai a été arrêté parce que les analyses intermédiaires anticipaient une futilité du recrutement complet, pas de bénéfice de l'Impella sur la contre-pulsion, sur un critère de survie à 30 jours chez ces patients-là. Pour autant, c'est ce qu'on discutait un petit peu avec Benoît, c'est vrai qu'on a le sentiment dans la pratique que les patients de Revive ne sont pas tout à fait ceux qu'on a, pas tout à fait d'ailleurs celui qu'a présenté Benoît. Et je voulais juste partager avec vous les résultats de cette étude qui s'appelle RESTORE-EF, qui est un essai observationnel de patients qui ont été revascularisés sous le support de l'Impella et réévalués à 3 mois. Donc plutôt des patients effectivement qui se présentaient sur le mode non-stémie ou décompensation cardiaque sévère dans les soins intensifs. Et on constate que chez ces patients-là qui partaient de 35% de fraction d'éjection à 3 mois, on a une amélioration moyenne de la fraction d'éjection de 10% contre 5% dans Revive, et qu'en termes d'insuffisance cardiaque, ils se présentaient, vous voyez, dans des tableaux très sévères, plus de la moitié était 3 ou 4 NYHA, et plus de la moitié était 3 ou 4 de la classification canadienne de Langor, donc vraiment des gens très symptomatiques sur le plan de l'insuffisance cardiaque et de la coronaropathie, revascularisés sous le support de l'Impella, s'améliorait assez nettement sur un suivi à 3 mois. Alors vous voyez, encore une fois, ce n'est pas tout à fait les mêmes patients, ceux-là, plus des patients d'USIC, avec des patients donc arrivés sur le mode de décompensation cardiaque plutôt, plus sévère au plan de l'anatomie, avec des tritronculaires, presque la moitié de tronc commun, mais qui, me semble-t-il, ressemble un peu plus, en tout cas aux patients que moi j'ai vus au CHU de Toulouse dans la pratique, et de toute façon contre-indiqués au traitement chirurgical pour la majorité d'entre eux, donc pas candidats à une revascularisation chirurgicale. D'autres essais sont en cours pour évaluer l'intérêt de la revascularisation supportée donc par l'Impella, dont on aura les résultats, je pense, bientôt, pour voir si véritablement il y a un intérêt à le faire. Pour l'instant, les essais qui ont été communiqués sont sont neutres, en fait, sont négatifs, donc sans intérêt de revascularisation sur support de l'Impella, même si en pratique, comme dans RESTORE-EF, on a l'impression que ça peut aider. Donc, pour conclure cette partie,
en pratique, donc dans le cadre d'une suspicion de cardiomyopathie ischémique, d'abord et avant tout le traitement de l'insuffisance cardiaque, médicale et non médicale par la réhabilitation, la rééducation. Pour déterminer l'étiologie, une imagerie en coupe type IRM pour déterminer la cicatrice, plus ou moins la viabilité, mais vous avez vu son intérêt est plus limité, et une imagerie des coronaires, plutôt la coronarographie, pourquoi pas le scanner sur des patients avec une probabilité pré-test plus faible ou pas trop calcifiée si vous avez accès rapidement au scanner. Et donc, lorsque l'insuffisance cardiaque est d'origine ischémique, le traitement médical de la coronaropathie, statine, aspirine notamment qui est spécifique, le risque rythmique à prendre en compte. En cas d'angor, on sait que la revascularisation marche mieux que le traitement médical pour traiter les symptômes, donc une revascularisation. Pour le pronostic, c'est plutôt les pontages qui vont améliorer les choses, vous l'avez vu, Stitch est positif et pas Rivax. La question, c'est est-ce que Stitch serait positif aujourd'hui avec le traitement médical de l'insuffisance cardiaque? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une décision d'ARTIM, parce qu'il ne s'agit pas là simplement de la revascularisation, il s'agit du risque rythmique, de la discussion d'utiliser des assistances de long cours type ARTMET, etc. Donc vraiment quelque chose à intégrer, la décision de revascularisation à intégrer dans un ensemble avec des équipes donc, qui peuvent faire face à toutes ces situations et discuter toutes ces possibilités d'assistance, pas d'assistance en fonction du profil du patient. Et je repasse la parole à Benoît pour la fin du cas clinique. Donc si ça vous va, on va vous présenter la fin du cas et puis on prendra après un temps d'échange. Donc globalement, je ne suis pas sûr qu'on aura respecté exactement tout ce que nous a dit Frédéric, mais je vais vous montrer ce qui a été fait pour ce patient. Je vous rappelle juste les mots-clés. Donc 78 ans, tableau d'insuffisance cardiaque gauche avec une dyspnée, une dysfonction VG de 35 à 40% et une atteinte tritronculaire avec donc une sténose angiographiquement très serrée de l'IVA et de la bifurcation circonflexe marginale. Donc globalement, on avait pris le parti de s'assurer quand même qu'il y avait une viabilité antérieure, essentiellement parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait un flux un peu ralenti dans l'IVA et compte tenu des troubles de la cinétique segmentaire que vous avez pu voir à l'échographie. Donc vous avez là une image de l'IRM, mais globalement l'IRM confirme la dysfonction ventriculaire gauche et annonce une viabilité dans le territoire antérieur avec dans tous les cas l'absence de cicatrice transmurale. On a vu avec ce que vient de dire Frédéric qu'il semblerait que la cicatrice soit plus importante que la viabilité et que ce qu'on peut dire c'est qu'il y a une viabilité, mais surtout qu'il n'y a pas de nécrose transmurale, en particulier dans le territoire antérieur chez ce patient. D'autre part, dans le cadre de protocoles locaux, il y a un scanner qui a été réalisé en plus chez ce patient, un scanner de perfusion qui confirme une ischémie antérieure avec un dépôt perfusionnel donc, sur 5 segments, antérieur et antérolatéral, mais qui n'était pas nécessairement indispensable, disons, compte tenu des QFR qui avaient été réalisés précédemment, comme on l'avait évoqué Guillaume Baudry tout à l'heure. Donc finalement, ce patient, il a été discuté au sein de l'équipe de cardiologie interventionnelle et avec un chirurgien cardiaque pour savoir un peu quelle devrait être la stratégie. Finalement, ce qui a été décidé, c'est compte tenu de son âge, bien qu'en bon état, compte tenu d'une insuffisance cardiaque qui était stabilisée, disons, de lésions focales accessibles et d'un syntaxe score qui semblait favorable à une angioplastie ou à un pontage, et devant la viabilité confirmée, on a pris le parti d'une part de poursuivre l'optimisation du traitement médical évidemment, et d'autre part de proposer une revascularisation, étant donné la lésion de l'IVA de la circonflexe qui apparaît très serrée, et avec cette viabilité, cette ischémie qui est mise en évidence, et plutôt par angioplastie, étant donné les lésions focales et accessibles. Donc simplement pour vous montrer les résultats qui sont satisfaisants, et il n'y avait pas de complexité technique pour ce patient avec donc 2 stents actifs, un sur l'IVA proximal et l'autre donc de la circonflexe proximale vers la marginale avec une réouverture des mailles du stent vers la circonflexe, c'était une artère nettement dominante, on a vu avec une occlusion chronique de coronaire droite. Et ce qui est plus intéressant, c'est finalement l'évolution de ce patient. Initialement, on a vu une amélioration très rapide qui a permis l'arrêt des diurétiques de Lens très rapidement pendant l'hospitalisation, puis l'introduction progressive des traitements avec les 4 piliers de traitement d'insuffisance cardiaque que vous connaissez, avec un inhibiteur du SGLT2, une dose intermédiaire de bisoprolol, une petite dose d'aldactone et de ramipride, essentiellement pour les tensions artérielles qui restaient encore basses au moment de la sortie de l'hospitalisation, mais qui finalement
après sa revascularisation et après une hospitalisation de quelques jours, va pouvoir ressortir avec un traitement qui est déjà bien engagé et un patient qui va pouvoir être mis sur les rails des parcours d'insuffisance cardiaque via une hospitalisation de jour avec une réévaluation rapprochée des traitements, de l'échographie, du NT-proBNP. Ce qui est intéressant chez ce monsieur, c'est de voir l'évolution finalement à 3 mois avec un patient qui est strictement asymptomatique et une fraction d'éjection ventriculaire gauche qui est nettement améliorée avec, vous voyez là sur cette coupe 4 cavités, un ventricule gauche qui apparaît quasiment normalisé après la revascularisation. Donc finalement, l'idée de vous présenter ce cas, c'est un cas qui est volontairement un peu en marge de tout ce qu'a présenté Frédéric juste avant, simplement pour amener l'idée de la nécessité d'une discussion collégiale pour ces patients, une évaluation qui se doit d'être individualisée. On a vu en fait dans les données scientifiques que finalement le tableau du patient que je viens de présenter, il n'est jamais inclus dans les études. On est plutôt chez des patients qui arrivent avec une décompensation cardiaque qui font découvrir une dysfonction ventriculaire gauche, plutôt qu'un patient qui a une dysfonction ventriculaire gauche qui est chronicisée, qui sont les patients qui ont été inclus dans les 2 grands essais qu'on a présentés de manière détaillée. Et donc finalement, on n'est pas exactement dans la même situation de patient. On a pu voir qu'on avait été déçus sur la recherche d'ischémie, la recherche de viabilité pour pouvoir amener un effet sur le pronostic, mais qu'en revanche, l'absence de cicatrices et de nécrose transmurale était un élément important, ce qu'on a retrouvé finalement dans le cas de ce patient. Et il y a un autre élément qui est très important, c'est que finalement dans les études qu'on vous a présentées, que ce soit les études avec le pontage ou avec l'angioplastie et toutes les sous-études qui y sont associées, on a finalement assez peu de détails sur la maladie coronaire elle-même. On a vu qu'on a des complexités de patients qui étaient pas les mêmes dans les 2 grands essais, mais finalement on nous donne la proportion de maladies tritronculaires de tronc commun, mais on ne sait pas du tout si on parle d'une sténose très proximale, angiographiquement très serrée, avec un retentissement hémodynamique important, de gros troncs comme chez le patient que je vous ai présenté, pour lesquels on a intuitivement l'impression que la revascularisation va l'améliorer, mais qui dans tous les cas ne va pas l'aggraver, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer de nouvelles maladies, ce qui pourrait être le cas en revanche si l'on évoque des patients avec des lésions distales ou diffuses et qui sont sans doute aussi inclus dans ces essais puisque on n'a pas les détails. Tout ça pour dire qu'il nous semble que globalement la stratégie elle se doit d'être individualisée, qu'on se doit de associer une imagerie coronaire, on a dit plutôt la coronarographie aujourd'hui, mais sans doute dans l'avenir la place du coroscanner va être de plus en plus grande, associé à une imagerie du muscle et sans doute avec l'IRM qui à ce jour est le meilleur examen, encore une fois pour rechercher la viabilité, mais surtout, on l'a vu, la nécrose, c'est-à-dire la cicatrice myocardique, que si on envisage une revascularisation aujourd'hui, les seules données que l'on a avec toutes les limites qu'on a mis en avant, en particulier du fait d'un traitement médicamenteux qui, à l'époque de Stitch, était sans doute beaucoup moins important qu'aujourd'hui, et plutôt de favoriser les pontages. En tout cas, chez les patients avec des lésions diffuses, ça apparaît être une évidence, un peu comme dans la maladie coronaire stable, disons. Et enfin, qu'on peut se permettre de considérer l'angioplastie, surtout chez les patients qui ont un angor associé, puisqu'on sait que l'angioplastie dans la maladie coronaire stable garde une place essentiellement chez les patients symptomatiques. Et là, c'est une petite parenthèse en dehors de l'insuffisance cardiaque, de manière générale dans la maladie coronaire stable, en évoquant évidemment le patient sur sa totalité. Et cela, ça amène à une évaluation individualisée de chaque patient sur son âge, ses antécédents, sa symptomatologie, on vient de le voir, sur le risque de la revascularisation. Autrement dit, est-ce que si l'on envisage une angioplastie percutanée, est-ce que c'est 2 stents rapides ou est-ce que c'est l'utilisation de techniques plus complexes comme de la thérectomie? Est-ce qu'on a un potentiel de récupération? On l'a vu entre viabilité et cicatrice. Et enfin, le type de maladie coronaire nous apparaît très important. Je vous ai mis ici 3 cas pour lesquels je trouve que la revascularisation est vraiment discutable et je ne suis pas certain que ces patients aient été inclus dans les études randomisées dont on a parlé. Des patients avec des lésions pronostiques évidentes, même si on sait que l'évidence n'est pas toujours le résultat de la science, mais il est vrai que ce patient avec une sténose subocclusive du tronc commun qui est clairement menacé,
On peut imaginer que de ne pas le revasculariser, c'est presque criminel parce qu'on ne voit pas comment il va pouvoir survivre. Les lésions très proximales, comme le cas que je vous ai présenté, et une autre image ici d'une IVA dominante qui donne de nombreuses branches diagonales, ou alors des artères dominantes, comme le cas que je vous ai présenté, avec l'absence de réseau coronaire droit. Autrement dit, la conclusion qui nous semble être, disons, la plus proche de la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les essais nous amènent à dire qu'on n'a pas pu démontrer que la revascularisation coronaire systématique améliore le pronostic du patient dans l'insuffisance cardiaque avancée. On n'a pas pu démontrer que cela permet d'améliorer la fonction ventriculaire gauche. Les seules données que l'on a, c'est que le pontage semblerait faire un peu mieux avec les limites qu'on a pu décrire, mais qu'il faut garder aussi le bon sens clinique, la nécessité d'une évaluation individualisée et en équipe, parce qu'il y a sans doute des patients qui peuvent bénéficier de cette revascularisation, comme ceux qui sont présentés sur cette diapositive. Voilà à peu près les messages que l'on voulait vous faire passer avec Frédéric. On est évidemment ouvert à la discussion et aux échanges. Merci beaucoup à tous les deux pour ce super topo, hyper clair comme toujours, que ce soit l'un ou l'autre. Et cet enchaînement autour du cas clinique est pas mal et la mise en perspective des résultats de la littérature qui sont toujours indispensables et hyper importants par rapport à la pratique clinique. Je vois que Michel Galinier nous a rejoint. Donc, bienvenue Michel et merci de nous rejoindre. Et je pense qu'en effet, on va avoir quelques questions. N'hésitez pas pour ceux qui sont connectés. Et Michel ou Guillaume, si vous en avez, n'hésitez pas non plus. Merci pour cette présentation très claire. Je pense qu'effectivement, vous avez bien résumé la difficulté, notamment quand on voit des lésions comme ça et puis la dysfonction VG, à ne rien faire. J'aurais moi une première question peut-être, c'est si le patient avait amélioré sa fraction d'éjection sous traitement médical, au vu des lésions, vous auriez laissé un traitement médical seul ou vous auriez quand même eu envie, comme ça, au vu du risque des lésions, de le revasculariser? Je vais répondre parce que c'est moi qui ai fait ce patient, enfin, ces patients étaient chez nous. Après, pour être tout à fait honnête, on ne s'est pas vraiment posé la question parce que on trouvait la lésion de l'IVA très menaçante avec une sténose subocclusive et compte tenu des anomalies, disons, à l'échographie, de l'ischémie qui a été démontrée et de l'absence de cicatrice dans le territoire antérieur. Donc, il nous semblait qu'on était quasiment dans la maladie coronaire, disons, standard, et que finalement, il n'y avait rien à gagner, à attendre, parce qu'on aurait revascularisé cette IVA quoi qu'il arrive. La question était plutôt la revascularisation associée de la circonflexe, et la discussion qu'il y a eu, qui n'est pas de la science, mais qui est de dire que de toute manière, ce malade, on était parti dans l'idée de mettre un stent, et que de fait, l'autre artère étant très dominante aussi, il était sans doute logique de traiter les deux, mais ça a été beaucoup discuté dans l'équipe sur le fait de ne traiter que l'IVA et de voir la suite. Après, de ne rien faire, personnellement, je trouve que c'était un peu déraisonnable devant cette artère vraiment très dominante, et ça revient un peu à la conclusion qu'on a essayé de faire passer. Je ne sais pas si Frédéric a un avis différent. Mais... Non, je suis tout à fait d'accord. En fait, le problème, c'est d'arriver à tirer donc les conclusions de ces études, notamment de Revive, sur notre pratique. Le Revive, donc comme je le disais, où effectivement on ne voit pas de bénéfice de l'angioplastie coronaire, ce sont des patients très froids, très stables, certes avec une dysfonction ventriculaire gauche, mais pas des patients d'USIC, pas des patients qui se présentent avec une décompensation cardiaque sévère ou un non-stémie, et plutôt des patients de consultation pour lesquels on découvrirait une dysfonction ventriculaire gauche, et où la conclusion de Revive, c'est que voilà, pour cela, très froid, mettre en place un traitement médical de l'insuffisance cardiaque complet, hein, avec les médicaments, la réhabilitation, la resynchronisation, etc., effectivement, doit être fait de toute façon, et que finalement, la revascularisation ne semble pas améliorer beaucoup le pronostic de ces patients-là. Or, encore, on sait effectivement que la revascularisation coronaire marche très bien pour traiter l'angine de poitrine. Après, c'est pour ça que je parlais de Restore-HF aussi. J'ai pas l'impression d'en voir tellement que ça, des patients très très froids comme ça. Il y en a, hein, des patients qu'on hospitalise pour bilan d'insuffisance cardiaque, mais souvent j'ai plus l'impression voilà, d'avoir affaire à des patients d'USIC, tritronculaires, récusés au traitement chirurgical,
pour lesquels voilà, la problématique, ça va être exactement le type de lésion qu'a montré Benoît, des troncs catastrophiques, pour lesquels on ne va vraiment pas à la fleur au fusil, à la revascularisation, récusé par la chirurgie, et où on se dit comment on va faire pour limiter le risque, est-ce qu'on va mettre une assistance temporaire, et le Revive ne répond pas à cette question-là, de ces patients-là. Et pour cela, effectivement, on en reste au bon sens clinique et à la présentation clinique, quant à savoir s'il y a voilà, de l'atropo, des symptômes angineux, etc., ce qui était plus le cas dans Restore-EF. Et c'est ce qui est hyper intéressant finalement, et c'est le bon sens clinique sur lequel on revient à la fin. C'est-à-dire que, en effet, ta lésion proximale serrée, finalement, c'est ce qu'on faisait déjà et elle ne nous choque pas. On va aller la revasculariser et c'est ce qu'on faisait déjà avec une échographie pour les patients qui sont anusiques, sans même aller chercher beaucoup plus loin. Soit il y a une véritable séquelle déjà échographique avec un amincissement de paroi, une zone akinétique. Et finalement, oui, on faisait une viabilité, mais avant de faire la viabilité, on faisait la viabilité juste pour éliminer le fait qu'il faille le faire. Donc, l'IRM, avec l'utilisation que tu as décrite, elle confirme ça. C'est-à-dire, je cherche qu'il n'y ait pas un truc transmural qui, de toute façon, fait que ça ne marchera pas alors qu'il y a une lésion proximale. Et sinon, dans les autres cas, chez ces patients tièdes ou chauds, ça paraît assez logique d'y aller, d'autant plus qu'on n'a pas le temps de voir l'évolution de ces malades sous traitement. Donc je trouve que votre présentation, elle donne des résultats qui, au premier abord, sont surprenants, mais en fait, quand tu nous les présentes, vous nous les présentez comme ça, sont juste du bon sens. Les fois où on a revascularisé, ça nous est arrivé, une petite diago parce qu'il y a une dysfonction VG, on revient sur finalement ce papier que tu nous décrivais un peu ancien, mais qui est très bien fait, sur la coexistence d'une CMD avec une coronaropathie, parfois même sévère, mais qui n'explique pas le tableau. Et en effet, dans ce cas-là, aller mettre des stents pour mettre des stents ou faire des pontages n'a aucun sens. La problématique, c'est la CMD qu'il y a dessous. Donc, je trouve justement que votre présentation est assez pratique à appliquer. Ce qui me surprend beaucoup, au vu de votre analyse de coronarographiste sur ces études, c'est qu'il n'y a pas eu d'analyse en fonction justement de la typologie réelle de la maladie coronaire. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que dans Stitch, ou encore plus dans Revive, qui est quand même plus récente, on ait eu une analyse en cath lab secondaire au vu du type de lésion, justement proximale, gros tronc, pas dominant, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de patients qui ont probablement des lésions peut-être tritronculaires, mais distales, et qui n'expliquent pas. Et en fait, c'est des CMD avec une cardiopathie ischémique. J'ai pas vu passer pour ma part. Non, c'est pas sorti encore, mais dans Revive, c'est prévu. Divaka Pereira a dit qu'il allait le faire, en fait. Une étude donc, où toutes les coraux seront passés au Core Lab et où on aura des résultats stratifiés par la complexité anatomique, ce que tu dis, Clément, si je comprends bien. Donc, effectivement, ouais. ça c'est prévu. Après, peut-être, faut être aussi clair de dire que voilà, la chirurgie dans Stitch, mais aussi dans d'autres registres, donne des résultats qui sont bons pour des patients jeunes, qui sont positifs dans Stitch. Donc, même si les chirurgiens et les anesthésistes sont parfois pas très motivés, je pense qu'il y a des bons arguments quand même pour la chirurgie, mais avec l'idée, notamment sur des patients jeunes, qu'il faut le prendre dans son ensemble et probablement réfléchir, qu'est-ce qu'on fait si le patient sort mal de pompe, etc. Et toute cette discussion que vous avez dans ces réunions d'insuffisance cardiaque avancée de la possibilité, est-ce que c'est raisonnable d'envisager pour ce patient une assistance au long cours, une greffe, etc. Ça doit rentrer dans la discussion. Et c'est important, je pense que tu vois, tu nous as parlé de l'angioplastie à haut risque avec potentiellement un support. Donc on a évoqué l'MPLA à l'heure actuelle, mais il y en a d'autres qui vont sortir dans les mois et les années en cours, avec des études en cours. Mais le raisonnement est probablement le même, et à mon sens même plus important sur la chirurgie, ce qu'on ne fait pas forcément, en tout cas à Toulouse, avec la nécessité de réfléchir à la sortie de pompe. Et on a de plus en plus d'études qui s'accumulent, malheureusement pas encore randomisées, mais dans des centres experts comme la Charité à Berlin, avec une stratégie non pas d'assistance en backup si la sortie de pompe ne se passe pas bien, mais une sortie pompe sous assistance aiguë pour faire atterrir les patients et éviter cette mortalité que tu nous as bien décrite, du pontage dans Stitch qui a expliqué les résultats négatifs initiaux, alors quand on a pris du recul, le pontage faisait mieux. Et probablement que ça doit entrer aussi dans la discussion pour bien encadrer ce risque aigu de la chirurgie, en fait.
Tout à fait, mais c'est vrai que c'est difficile de conduire des études sur ces. Enfin, on le voit, hein, tu as vu le temps qu'il a fallu pour recruter ces patients. Hein. Dans ce site, je crois qu'il y a plus de 100 centres, il a fallu 7 ou 8 ans. Dans Revive, pour avoir 700 patients, ils ont mis je ne sais plus combien, 6 ou 7 ans, alors qu'il y a des grands centres au Royaume-Uni. Donc ça pose aussi la question de la représentativité. Typiquement, le patient, la première diapo, la première lésion qu'a montré Benoît, le tronc commun distal serré, là, lui, il pourrait être dans Revive. Théoriquement, s'il est froid, il pourrait. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas un investigateur qui le mettra, en fait. C'est ça la difficulté, c'est d'arriver à avoir des données sur ces patients-là qu'on veut traiter sur le bon sens clinique. On ne peut pas randomiser ça, quoi. Enfin, c'est que mon humble avis. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec cette conclusion. Hein. Mais je pense que finalement, il faut voir les résultats dans l'autre sens, en fait. C'est un peu ce que disait Clément, c'est-à-dire que globalement, si on a un patient, même s'il est tritronculaire sur des lésions qui sont soit distales, soit sur des artères qui ne sont pas dominantes, eh bien, qu'on n'a aucune obligation de le revasculariser et qu'il ne faut pas être inquiet de ne pas le faire et qu'il faut plutôt donner tous ses efforts dans l'optimisation du traitement de l'insuffisance cardiaque. Moi, je verrais plutôt la discussion dans ce sens. Et que par contre, si on a des lésions qui sont très proximales, de s'entourer d'une IRM associée bien sûr à l'échographie et à la lecture de l'électrocardiogramme pour éliminer une cicatrice formelle de nécrose, et après de se dire que ces patients-là, on peut les revasculariser, et finalement la discussion de angioplastie ou pontage, elle revient presque à la discussion du patient coronarien habituel sur la complexité des lésions, l'association du diabète et du risque évolutif de la maladie coronaire, ou le risque hémorragique associé. Je verrais plutôt les choses dans ce sens. Je vais vous dire un petit mot, moi. Donc, j'aime beaucoup vos conclusions et votre bon sens. Pour avoir assisté à Barcelone à Revive, moi, pour ces patients, pourtant j'ai une certaine expérience, je ne pense pas qu'ils existent beaucoup en France, et notamment dans le sud de notre pays, où on revascularise les patients beaucoup plus tôt, et que c'est quelque chose d'historique pour les régions nordiques, au-delà de la Belgique. N'aie pas peur, Frédéric, je ne les trouve pas ces malades. Nous, on revascularise les insuffisants cardiaques aigus. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Dans toutes les circonstances possibles, on ne peut que gagner du myocarde. Et dans les insuffisants cardiaques, des novos. Après, revasculariser quelqu'un qui la Revive à 25% de fraction d'éjection et un passé de plusieurs années d'insuffisance cardiaque, vous n'avez qu'à regarder le nombre de DAI, de multisites qu'il y a à la Revive, ce sont des patients qui n'existent pas dans nos régions où on se pose la question systématiquement, on a bien raison, de la maladie coronarienne très tôt dans la genèse des dysfonctions ventriculaires, qu'elles soient d'ailleurs systoliques ou diastoliques. Donc, heureusement pour nous, finalement, on est dans une situation, comme vient de dire Benoît et Frédéric, relativement rarissime. Et donc, quand vous les avez, il faut bien réfléchir. Vous avez très bien décrit l'un et l'autre comment il fallait le faire. Mais mon message, c'est que ce soit dans l'insuffisance cardiaque aiguë ou de novo, il faut aller très tôt à la visualisation des coronaires et agir à ce moment-là où c'est très utile. Moi, j'ai vu des malades au pronostic transformé grâce à la revascularisation coronarienne, que ce soit dans une présentation de novo dans l'unité d'insuffisance cardiaque ou aiguë ou soins intensifs. Donc, n'ayez pas peur de faire ce que vous faites très bien depuis des années. Bravo, monsieur le revascularisateur. Ensuite, que ce soit chirurgical ou parathérapie, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Merci beaucoup, Michel. J'aime beaucoup votre conclusion, Michel. Et par contre, que ce soit percutané ou chirurgical, vraiment anticiper la réalisation du geste et la sortie de CEC si c'est chirurgical pour éviter des catastrophes qui sont évitables. Et potentiellement, si on a fait un petit bilan pré-greffe ou pré-ELVAD, au cas où, ça peut être intéressant. Comme ça, si ça ne se passe pas comme prévu, on a le parachute de prêt. Mais je crois qu'on a une bonne conclusion, j'espère, là-dessus. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup à Frédéric Buisset et Benoît Latuca pour ce super topo. Et on espère vous avoir bientôt pour un topic un peu plus chaud peut-être. Je reviendrai vers vous rapidement. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bonne journée à tous, merci.